Mesdames, Messieurs, merci à tous de nous rejoindre sur Malaika Télévision. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Info Plus sur Malaika. Et aujourd'hui, Info Plus s'intéresse à une question économique, c'est-à-dire une réalité vécue quotidiennement. C'est le refus des grosses billets des 10 000 et 20 000 francs congolais ici à Lubumbashi particulièrement, mais en général à travers la province du Katanga. Très souvent, si vous avez un billet de 10 000 ou de 20 000 francs usés ou légèrement déchirés, ces billets ne passent pas très souvent. Et à cette difficulté vient s'ajouter l'inexistence ou la rareté des petites coupures, c'est-à-dire les 50 et les 100 francs congolais ici à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Et pour aborder cette question, je reçois sur ces plateaux pour vous Joseph Pendoa. C'est un plaisir de vous retrouver de nouveau. C'est aussi un plaisir, madame, que de partager ce moment avec vous. Comment se porte l'économie en République démocratique du Congo? Ouais, il faut questionner les indicateurs macroéconomiques pour savoir la santé économique de notre pays. Et je pense qu'il y a des efforts et des avancées qui sont palpables au regard des chiffres que présente la Banque centrale et même la Banque mondiale et le FMI aussi. Donc, nous avons on va dire des avancées, mais quand même faibles. L'économie se porte quand même bien. Bon, plus ou moins, il faut le dire plus ou moins, puisque déjà, comme vous le savez, madame, notre économie est extravertie et le domaine porteur de notre économie, c'est le mine. Donc, tant que le minerai fonctionne bien sur le marché international, notre pays bénéficie de ses retombées. Mais une fois que le minerai pose problème, puisque c'est le seul secteur qui prend notre pays en charge du point de vue économique, bref, nous en subissons ipso facto les retombées. Voilà. Johnny Ngala, c'est un plaisir de vous recevoir sur ces plateaux des InfoPlus. Oui, merci beaucoup, Madame Francine. Merci également à Joseph Pendoa. C'est un plaisir pour moi. Ça fait beaucoup de temps que je n'ai pas été associé à ces niveaux de discussion. Merci à vous et merci à Malaika Télévision. L'économie, la situation économique à travers les pays, elle se porte bien pour vous? Oui, de façon générale, on dirait la situation ou le cadre macroéconomique du pays se porte à merveille parce que tout dépend aussi de l'appréciation extérieure des entreprises de Bretton Woods, notamment la Banque mondiale et les FMI. Et il vous souviendra que l'année écoulée, la République démocratique du Congo est passée même à la 6e revue avec le Fonds monétaire international, ce qui montre qu'il y a des performances au niveau interne qui ont été réalisées par rapport même à la maximisation des recettes ainsi que la lutte ou l'assainissement du secteur financier en République démocratique du Congo. Quoique les efforts à fournir restent encore énormes, néanmoins, c'est pour la première fois de voir la RDC arriver jusqu'à un pareil niveau avec le Fonds monétaire international. N'empêche, au niveau interne, il y a encore beaucoup de difficultés dans nos ménages qui ne parviennent pas toujours à ressentir le retombé par rapport à cette sorte de stabilité du cadre macroéconomique de la République démocratique du Congo. Donc, à vous entendre, il y a quand même des efforts qui sont fournis quelque part. Oui, les efforts sont fournis par les pouvoirs publics. Néanmoins, au sein des populations, il reste encore beaucoup de difficultés par rapport aux retombées positives. Comme vous parlez de la population, et cette même population qui est butée par moment à des difficultés, c'est notamment quand vous vous retrouvez avec un billet de 20 000 francs ou 10 000 francs avec une petite fissure. Très souvent, ces billets ne passent pas. Ou si ces billets passent, vous cherchez des petites coupures, vous n'aurez plus les 20 000, vous aurez peut-être 17 000 francs congolais. Oui. Comment expliquer ces phénomènes et aussi la rareté ou l'inexistence actuellement des petites coupures des 50 francs et des 100 francs congolais, Joseph Pendoa? Merci beaucoup, Madame Francine, de la parole m'accorder. Permettez-moi aussi de saluer mon interlocuteur, Monsieur Johnny Ngala. Je pense qu'on aura un très bon débat et par la même occasion de saluer le respectueux téléspectateurs qui vont nous suivre. Alors, madame, votre question est éminemment importante. Et ici, j'aimerais, avant de l'aborder, d'abord rappeler qu'il est d'autorité seule reconnue à la Banque centrale de dire si un billet peut rester dans la circulation économique ou pas. Ça, c'est
de la responsabilité de la Banque centrale. Et aucun citoyen, en tout cas de notre pays, n'a l'autorité de refuser la circulation d'un billet sur le marché. Alors que ça c'est doit le cas. être très clair. Alors Mais que tel finalement, est le cas. oui. Alors, nous sommes devant un fait accompli, puisque cette population, et comme vous le savez dans mon article, je parle toujours du patriotisme et du civisme économique, c'est-à-dire le citoyen devrait comprendre que si ces billets ne sont pas bons pour usage, il doit aller auprès de l'autorité qui régule. Et qui est cette autorité? C'est la Banque centrale, qui est censée récupérer les mauvaises monnaies ou les mauvais billets qui sont en circulation. Il y a une théorie économique qui dit la mauvaise monnaie chasse la bonne en circulation. C'est que, humainement parlant, les gens préfèrent garder le billet qui sont en bon état dans leur poche. Je ne sais pas si ça vous arrive aussi, c'est psychologique. Quand vous avez deux billets, l'autre est ancien, l'autre est un peu nouveau. On préfère garder les nouveaux. Garder le nouveau et utiliser l'ancien. Il est de tout à fait... en fait, c'est une démarche psychologique. Mais néanmoins, sur le plan réglementaire, ou ce que dit la loi, c'est qu'il revient totalement de la responsabilité de la Banque centrale de récupérer le billet qui ne sont pas de bon usage. Si un citoyen lambda constate qu'on m'a donné un billet qui n'était pas de bon usage, il est en tout cas de son devoir d'aller voir l'autorité qui régule la chose pour qu'il soit changé. Pour y aller à la banque juste avec un billet, un seul billet des 10 000 francs ou des 20 000 francs avec fissure. C'est une valeur, puisque n'oubliez pas que dans le rôle ou l'approche monétaire même, on reconnaît à la monnaie son importance de transaction. Et pour que je puisse faire cette transaction, il faudrait que mon billet puisse être reconnu par l'autre. Quand je viens auprès de M. Johnny pour demander un service, M. Johnny me dit mon service te coûterait 20 000 francs. Et moi, je me rends compte que j'ai un billet qui ne va pas passer auprès de M. Johnny. Je suis censé aller voir Mme Francine, qui est la BCC, pour déposer ces billets afin que Mme Francine, qui elle a l'autorité de me dire ces billets de bon usage, ces billets ne l'est pas, c'est à elle que revient cette responsabilité. Donc ici, si vous voyez bien, ma démarche, c'est de dire déjà que c'est là qui n'acceptent pas de billets, puisque sous prétexte que c'est déchiré, sont en train de violer des dispositions juridiques. C'est ça que je suis en train de dire. Ils sont punissables par la loi. Ils sont punissables par la loi parce que cette responsabilité ne revient qu'à l'État. Mais aussi, reconnaissons qu'il est un fait, d'où mon sens des rappels sur le patriotisme économique. Puisque si tu ne sais pas respecter ta monnaie, qui est un instrument aussi qui valorise ta patrie, c'est que tu n'arrives pas à respecter ta patrie. Et si tu ne respectes pas ta patrie, vous voyez combien c'est très dangereux avec un citoyen qui n'arrive pas à respecter sa patrie. Donc c'est très dangereux. Mais peut-être si vous permettez, pour aborder la deuxième sous-question que vous avez posée sur la difficulté d'accéder à la banque. L'absence des petites coupures. Ça aussi, permettez, je vais utiliser un terme un peu plus grave, c'est de l'escroquerie en fait. C'est de l'escroquerie parce que, imaginez-vous madame, je vais faire avec vous des calculs très simples. Supposons que je devais prendre mon transport quittant Centre-Ville au niveau des châteaux vers Golfe Météo. Logiquement parlant, au moins que ma mémoire puisse me trahir, le frais devrait être entre 1750. Le frais, en tout cas, fixé par la mairie, parce que c'est la mairie qui a cette responsabilité-là. Alors, aujourd'hui, nous payons à 2 000 francs. C'est qu'à chaque fois que je fais une opération aller, il y a 250 francs qui m'est retiré. Si je fais aller-retour, il y a 500 francs qui m'est retiré. Imaginez-vous, je dois parcourir ce trajet 30 fois, ou pendant 30 jours aller-retour. 60 fois. Faites le chiffre. Voyez-vous combien d'argent je viens de perdre dans un silence, puisqu'il me manque simplement le billet. Qui en profite? Comprenez, hein? Johnny Ngala. Vous êtes déjà arrivé aussi une fois d'avoir un billet déchiré légèrement, et que ce billet ne passe pas. Comment vous avez expliqué ces phénomènes? Merci beaucoup. Comment vous aviez compris ces phénomènes? Oui, merci. Comme je le disais tantôt, je crois bien Joseph a bien éclairé la lanterne par rapport à cette même question. Néanmoins, je dirais tout ceci... Est-ce un phénomène nouveau ou c'est ancien? Bon, les Congolais, les Louchois, les Haut-Katangais ont accepté de vivre avec.
Je dirais oui et non. Pourquoi? Parce que dans les temps, on a connu également des cas pareils. Mais non, parce que c'est une situation qui est également facultative. Ça dépend aussi des circonstances ainsi que des contrées. Néanmoins, j'allais dire, c'est la conséquence logique d'une économie fortement dollarisée. Parce que si vous regardez aujourd'hui, notre monnaie nationale, qui est le franc congolais, est utilisée en quelque sorte comme tout simplement comme la monnaie des transactions ou la monnaie plutôt des liaisons entre les dollars américains. Donc, qui sert l'évolution des dollars américains. Donc, c'est du devoir de la Banque centrale du Congo en tant qu'autorité de régulation monétaire de pouvoir engager une campagne de sensibilisation ou bien une politique, avoir une bonne politique de communication, non seulement par rapport à ce qui est annoncé au taux directeur et consorts, mais aussi par rapport aux billets en circulation. Pourquoi je l'ai dit ainsi? Sur ce plateau, tout le monde connaît mieux que quiconque, dans les artères des quartiers périphériques, vous verrez à un moment donné des jeunes gens qui passent munis de mégaphones en train de larguer. Si vous avez un billet déchiré, tout ceci, amenez en échange avec un article ou bien avec un autre billet qui est de moindre valeur par rapport à ce que vous avez remis. Vous voyez, qui a donné cette mission à ces jeunes gens? Là, il va falloir que la Banque centrale, en sa qualité de l'autorité de régulation monétaire, puisse tabler là-dessus ou encore collaborer. Parce que dans le secteur financier congolais, il existe tout un mécanisme de contrôle qui a été mis sur pied depuis l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir. Ça s'appelle CONAREF, Commission nationale des renseignements financiers. Donc, la CONAREF ne peut pas tout simplement s'arrêter par rapport à investiguer dans la gestion de la chose publique, mais également, elle peut aider la Banque centrale du Congo pour un peu démanteler ces réseaux-là qui envoient les jeunes gens sur les artères des quartiers périphériques en train de récolter les billets déchirés. Ils le font à la cause de qui et ça se passe comment? Normalement, ça devrait être toute une campagne ou une opération menée par l'autorité de régulation monétaire qui est la Banque centrale du Congo. Mais le comble est que ça se passe comme ça, par des jeunes gens, et puis quand vous le regardez, ce sont des jeunes gens indigents, tout ça. Donc ça donne beaucoup et ils sont de plus en plus nombreux dans beaucoup de quartiers. Ils sont nombreux. C'est là où j'étais en train de dire il va falloir que la Banque centrale s'attelle là-dessus pour nous donner les éclaircissements par rapport à cela. Parce qu'elle doit aussi communiquer par rapport à la circulation des billets, par rapport également au taux directeur qu'elle a toujours annoncé dans son site, ainsi de suite. Donc, elle ne doit pas seulement se contenter de donner les taux directeurs, mais également inspecter, vérifier, mener les enquêtes, investiguer par rapport à la circulation des billets qui sont rejetés ou refusés au sein de la population. Mais également, ceux-là qui refusent le billet, ils n'ont pas mandat. C'est pourquoi je disais qu'il doit y avoir aussi une mission de terrain que la Banque centrale doit mener et ça va faire en sorte que beaucoup de lacunes seront élaguées. Alors, je voulais aussi vous demander, est-ce que ces commerçants-là qui refusent ou qui rejettent les billets déchirés légèrement, ont-ils raison de les faire ou ils n'ont pas raison? Bon, en quelque sorte, ils peuvent avoir raison. Pourquoi? Je venais tantôt de le dire. Nous avons une économie extravertie et fortement dollarisée. Je pense qu'en 2012 ou 2010, il y a eu toute une campagne qui avait été lancée pour la dédollarisation de l'économie nationale, mais comme ça n'avait pas bien abouti parce qu'à son temps, l'on avait aussi réfléchi dans le sens que lorsqu'il faut mener une pareille campagne, c'était aussi important d'y associer celles-là qui œuvrent dans les domaines ou dans les secteurs informels. C'est notamment ce qu'on appelle communément, plutôt les cambistes. Ils sont dans l'informel, les marchés parallèles. Donc, ils ont un taux parallèle à celui qui est fixé par la Banque centrale du Congo. Alors, ces gens-là,
ont besoin de la devise étrangère. Pourquoi la devise étrangère? C'est pour aussi servir les opérateurs économiques qui en ont besoin. Par moment, ils s'en vont auprès de la Banque centrale. Et ça prend du temps, mais au sein, ou bien au niveau de ceux-là qui exercent le marché parallèle, les cambistes, ils sont servis à temps. Voilà qu'aujourd'hui, on ne peut pas simplement parler de l'opposition politique, même le pouvoir public fait aussi face à une opposition économique, madame. Le pouvoir public fait face à une opposition économique. Il faut bien s'y atteler pour découvrir les tenants et les aboutissants et aussi approfondir cette question de fond en comble. Vous verrez qu'il y a beaucoup de réalités qui se passent là-dessus. Joseph Pendo voulait réagir quand j'ai posé la question. Oui. Exactement, madame. Je m'en vais rencontrer M. Johnny sur, je pense, 2 points. Alors, M. Johnny a soulevé un élément et que je pense que nous pouvons capitaliser, même si ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Le phénomène l'État Makuta ya Mubaya, si on peut le dire comme ça. Au bébé, il y a bien. Au bébé, il y a bien. Et souvent, il propose la moitié de la valeur monétaire que vous allez donner. Alors, Monsieur Johnny, je pense que d'un côté, l'État pourrait capitaliser, bien sûr, sous regard de la BCC et de la Coranef, comme vous avez dit. L'État pourrait capitaliser dans le sens de l'emploi. Effectivement. Puisque ces jeunes gens-là, qui en faisant ce travail, se trouvent quand même, réalisent de bénéfices. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils sont sous le marché parallèle, informel, puisqu'ils ne sont pas encadrés. Mais l'État peut prendre cela comme une opportunité de la création d'emplois. Cette fois-ci, sous une bonne réglementation. Ainsi, Madame Francine, ça va permettre, puisque quand j'ai répondu pour la première fois, ça va permettre à ce que même le citoyen qui ne sait pas aller à la banque centrale, finalement, ça deviendrait, entre guillemets, ridicule, d'aller qu'avec un billet de 5 000 francs, de 10 000 francs. Mais finalement, puisqu'il y a quelqu'un qui peut récupérer, là en tout cas, sur le terrain, c'est plus facile. L'opération peut se faire. Mais toujours est-il vrai que rentrons dans l'esprit économique. Gresham, qui est un auteur économique du XVIe siècle, il dit « La mauvaise monnaie chasse la bonne ». Et je vous rappelle ici que Gresham n'est pas un Congolais. C'est que c'est une réalité psychologique qui touche l'humain. Donc c'est une réalité mondiale. Et même à nous-mêmes, ça nous est déjà arrivé. Tu as un billet qui n'est pas en tout cas de bon usage. Tu as aussi un billet de qualité. Lorsque tu veux faire une transaction, tu donnes d'abord ce qui n'est pas de bonne qualité et tu gardes l'autre. De peur que ça se détériore davantage. Finalement, cette détérioration, n'oubliez pas que la monnaie en soi, c'est d'abord un bien économique. Ça aussi, c'est un élément. Il faudrait que nous puissions nous fixer là-dessus. Et que, en tant que bien économique, il ne nous permet qu'à faire notre opération de change. C'est que, autrement dit, comme disent les économistes, la monnaie a un rôle d'échange. C'est vrai, je ne veux pas ici, pour des raisons économiques, plutôt pédagogiques, peut-être, permettez-moi, de rappeler même la motif de la demande de la monnaie. On demande la monnaie pour motif des transactions, pour motif d'étalon, donc pour estimation de valeur, n'est-ce pas? Et si on demande pour la réserve. Mais ici, puisque nous parlons des échanges, donc nous sommes dans la partie transactionnelle. Et deuxième des choses sur laquelle j'aimerais rebondir par rapport à ce qu'a dit M. Johnny, c'est que nous devons être d'accord sur un élément. La responsabilité de celui qui doit, n'est-ce pas, récupérer la monnaie dès qu'elle n'est pas de bon usage, puisque la masse monétaire en circulation demeure une fois de plus l'apanage de la Banque centrale. C'est que je vous rencontre positivement, comme vous aviez dit, il reviendrait à la Banque centrale d'accentuer sa communication. Madame Francine est là. Une émission comme celle-ci devrait être prise en charge, ce n'est pas une publicité pour votre émission, mais devrait être prise en charge par la Banque centrale. Parce qu'elle transmet à cette population, n'est-ce pas, la valeur qu'incarne notre monnaie. Au travers de cette émission que nous passons avec un éminent journaliste comme M. Johnny. Donc, voyez-vous que la Banque centrale devait prendre sa responsabilité dans la qualité communicationnelle afin de permettre à ce que chaque personne puisse faire confiance à sa monnaie. Puisque vous avez soulevé le fait que notre économie est dollarisée. Mais ça aussi, c'est une souffrance, monsieur Johnny. Voilà pourquoi Johnny a parlé de l'opposition économique. Exactement, madame. Et ici, il est urgent, plus qu'urgent, en tout cas, pour que nous puissions dédollariser notre économie. Mais une fois de plus, nous sommes butés à un fait. Notre économie est extravertie. Ce qui veut dire quoi? C'est que nous dépendons de l'extérieur.
qu'est-ce que nous exportons? Nous exportons de matières premières qu'on appelle précisément les secteurs miniers, le minerai. Et les minéraux sont achetés en quelle monnaie? C'est en dollars. Mais n'oubliez pas que la Banque centrale a déjà communiqué sur la dédollarisation d'ici avril 2027. J'ai bien peur que ça soit une lettre morte. Hein. J'ai bien peur. Si seulement si, bien sûr, nous gardons silence tout autour de ça. Merci beaucoup, bravo à vous, puisque vous y avez pensé. Et je pense que la Banque centrale vous devrait plus. Monsieur André Ouamé doit se souvenir de vous. Merci beaucoup. Oui, par rapport à cette même question, je dirais ceci. Personnellement, j'avais eu une idée. Lorsque la première phase de la campagne de dédollarisation de l'économie nationale avait été lancée, tout à l'heure, je venais de l'évoquer. C'était important d'y associer aussi ceux qui œuvrent dans les marchés parallèles, notamment des cambistes. Et comment valoriser notre monnaie? Parce que M. Joseph venait d'évoquer ici qu'il est difficile aussi de pouvoir dédollariser complètement notre économie nationale parce que nous exportons les matières premières qui sont le minerai. Alors, il y a toujours une possibilité de réfléchir autrement pour, même si on ne parvenait pas à dédollariser à 100%, même à un certain pourcentage. Voilà comment moi j'ai réfléchissais. On peut toutefois faire appel à ceux-là qui œuvrent dans l'informel, les cambistes, et leur montrer le bien fondé de faire l'échange monnaie avec le franc congolais. Comment ça se passe? Nous avons le gros coupure à valeur ou le billet à valeur faciale élevée. 5 000 francs, 10 000 francs, 20 000 francs. Si vous avez, vous, cambiste, vous faites une transaction d'échange monnaie de 10 000 francs contre les petites coupures de francs congolais, 500 francs, 100 francs et consorts. C'est pour aussi résoudre la question, à la problématique concernant la rareté même des petites coupures, 50 francs, 100 francs, 200 francs. Vous faites une transaction auprès d'un compatriote qui vient se procurer ou qui en a besoin, qui a un billet à valeur faciale élevée, 10 000 francs par exemple, il vient pour solliciter les services des petites coupures de la monnaie nationale, le franc congolais, vous lui remettez 10 000 francs. Mais en retour, le cambiste sont bel et bien enregistrés. Je préfère qu'il y ait toute une commission technique qui doit travailler par rapport à cette situation, parce que l'objectif, c'est toujours permettre à notre économie de s'émanciper, voilà les termes, de s'émanciper un peu des dollars ou des devises étrangères. Alors, dès que vous avez fait la transaction, une fois rentré à la Banque centrale du Congo, vous donnez les billets de 10 000 francs, on vous remet 12 000 francs. Un cambiste bien enregistré. Vous voyez, déjà, les cambistes, parce que les 10 dollars, quand un cambiste fait la transaction, il gagne 500 francs maximum. Mais quand il aura un bénéfice ou un taux d'intérêt de 2 000 francs, voyez-vous, ça va stimuler beaucoup parce qu'ils sont à la recherche de l'argent. C'est du travail qu'ils font, ils doivent gagner. Maintenant, si on réfléchit dans le sens de leur permettre aussi de gagner quelque chose, mettre toute une masse monétaire en jeu, question d'abord d'atténuer, de faire en sorte que notre économie puisse au moins avoir même 40 ou 45% de francs congolais. Ça ferait quelque chose. Oui, ça ferait aussi quelque chose. Et je pense que beaucoup trouveront gain de cause de faire des transactions ou l'échange monnaie avec le franc congolais parce que 10 000 francs, il aura 2 000 francs. S'il change 20 000 francs, il a 4 000 francs. Vous voyez, ça sera important de travailler avec la monnaie locale que de préférer les devises américaines. C'est aussi une politique qui peut permettre à la Banque centrale ou à le gouvernement ou le gouvernement de la République à faire en sorte que la monnaie nationale retrouve sa valeur. Parce que c'est tout ce que nous cherchons. Parce qu'aujourd'hui, l'école, ça se taxe en dollars américains. Mais ça va finir bientôt. Selon la banque, d'ici le 9 avril 2027, ça sera fini. Le budget de l'État est estimé toujours en dollars américains. Vous avez, j'ai cité les écoles, même le travail, ainsi de suite. Les loyers, tout se passe en dollars. Ça se passe en dollars. Mais pour mettre fin à cela, il doit y avoir aussi beaucoup d'engagement de la part de l'autorité de régulation monétaire qui est la Banque centrale du Congo. Et à ce moment-là, une commission peut-être mixte
une commission technique mixte, les ministères de l'économie, les ministères des finances, en association avec la Banque centrale du Congo, je pense qu'on peut aboutir à quelque chose de très meilleur. Alors, si on doit encore parler du refus des grosses coupures des 10 000 et 20 000 francs sur les marchés, est-ce que vous pensez qu'il y a des conséquences pour les consommateurs? Oui, madame, il y a des conséquences. Permettez quand même, avant que je ne puisse parler... Vous voulez réagir à ce que Johnny a dit? Rencontrer Monsieur Johnny. Monsieur Johnny, il y a aussi, j'aimerais rappeler aussi un fait, c'est que c'est bien beau, votre démarche est tout à fait logique, et je pense que ça sera capitalisé par le bon citoyen de notre pays qui ont la responsabilité au niveau de la Banque centrale. Quant à ce qui concerne le fait de dédollariser notre économie et de remettre la confiance dans le chef de citoyens congolais quant à ce qui concerne l'usage de la monnaie locale. Cependant, il y a un fait. C'est vrai qu'il y a des mesures politiques qui peuvent être prises, mais je pense que l'économie, comme disait un professeur, je peux le citer, le professeur Kalaba Binsankwe, l'ancien doyen de l'économie à l'université de Lubumbashi, oui, il disait que l'économie est une science capricieuse. C'est que si vous la forcez par des stratégies politiques, elle va vous remettre en ordre. Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi j'évoque cette pensée? Soyez-en sûrs que si nous prenons des mesures que politiques, sans pour autant faire suivre ces mesures politiques des mesures économiques, la réalité va nous rattraper. Nous allons revenir, n'est-ce pas, au point de départ. Et comme nous disons, chasser les naturels, il revient au galop. Donc ici, par principe, la bonne démarche, c'est celle d'abord de parler avec l'économie réelle. Et comment on parle avec l'économie réelle? Il faut partir sur une production, une valorisation de la production locale. C'est quand la production de la valeur locale, donc au niveau local, va s'accroître, nous allons vendre l'excédent de notre production locale, de la demande locale, et cet excédent va se vendre par rapport à notre monnaie, puisque le bien qui est demandé à l'extérieur va porter sa valeur. Et on va rechercher cette monnaie locale. Par voie de conséquence, ça va faire quoi? Ça va nous engranger plus de billets en devises et ce qui ne sera plus rare ne sera plus cher. Par conséquent, la population va se défaire du dollar américain, pour ne citer que ça, ou parlons de manière générale de la devise, et va beaucoup plus valoriser sa monnaie locale. Voilà une démarche économique qui, bien sûr, n'est pas à court terme. C'est une démarche qui peut prendre à moyen ou à long terme. Donc, je pense que c'est comme ça que nous pouvons redynamiser et recréer la confiance dans le chef de Congolais par rapport à l'usage de la monnaie. Si on parler des conséquences. Madame, au-delà de la production locale, je n'en disconviens pas, c'est l'une des solutions. Oui. Mais il faut faire attention. Lorsque on peut procéder par la production locale, mais sans penser aussi de résoudre le problème du marché parallèle, je pense que nous serons toujours rattrapés. Parce que ces gens-là, ils ont déjà des ramifications. Il est difficile de les détrôner s'il n'y a pas une bonne politique de les approcher, question de trouver des solutions communes. Donc, je crois bien que le secteur privé, dans les cas sous examen, est aussi important pour être associé. Sinon, la production locale sera là, mais eux vont continuer aussi à spéculer avec les taux d'échange sur le marché. Dans un économiste de formation, vous savez ce que... Je vais prendre, on parlait des conséquences sur les consommateurs par rapport au refus de ces billets-là avec fissure. Madame Francine, nous sommes, comme pour ne prendre que le mot que vient de prêter M. Johnny, tout à l'heure, il parlait de l'économie parallèle. Et nous savons que notre économie est portée à 80%, pour ne pas exagérer en tout cas, par l'économie parallèle. C'est-à-dire l'économie informelle. Et je vais vous faire, je vais caricaturer un peu, permettez-le-moi. Imaginez-vous, c'est une personne qui n'a que ce seul billet de 20 000 francs, qui n'est pas en bonne et due forme, et qui n'a que ces billets pour prendre son transport, pour rentrer à la maison et servir sa famille avec. Mais c'est ce billet qui est refusé. C'est que la personne devrait quitter, je prends par exemple, la personne devrait parcourir plus ou moins 12 km pour arriver à la maison. C'est que puisque ce billet n'a pas été accepté par le chauffeur, cette personne va marcher 12 km. Est-ce que vous voyez la conséquence de cela? Et je pense que cela crée de frustration. Et je pense que c'est l'essence même de cette émission. C'est pour mettre fin à ces frustrations. Et pour mettre fin à cette frustration, qu'est-ce qu'il faut faire? Monsieur Johnny nous a proposé une démarche. Si les amis qui font le marché de récupérer l'argent peuvent être répertoriés,
mandatés, cette fois-ci avec, voilà, de manière officielle. Et ils peuvent peut-être se pointer dans des coins stratégiques. Par exemple, là où il y a des arrêts de bus, par exemple, là où il y a de grands marchés. Comme ça, on sait que quand vous allez dans tel marché, vous trouverez de telles personnes qui n'ont que service changer la mauvaise monnaie ou le mauvais billet pour permettre à ce que la transaction soit fluide et que les gens puissent quand même, n'est-ce pas, être soulagés tant soit peu par rapport à leur quotidien. Donc, madame, c'est tout à fait clair. Il y a de frustration quand il y a refus de la monnaie et finalement, c'est ce qui fait en sorte qu'il y a réticence. Prochainement, la personne s'est dit, vaudrait mieux être en détention d'une monnaie étrangère que celle locale, que celle nationale, puisque je ne sais pas faire assez confiance à ma monnaie. C'est qui, de manière un peu, voilà, allez, je vais dire intrinsèque, est en train de diminuer la saveur nationale ou du nationalisme dans le chef de la population. Cette population qui s'est dit, bon, écoutez, même si je vais poser à M. Johnny ici aujourd'hui, je lui dis, mais M. Johnny, j'ai 200, allez, je vais prendre combien? 230 000 francs congolais et j'ai un billet de 100 $. Entre les deux, vous prendrez lesquels? La question est tout à fait claire et la réponse sera claire. Nous parlons des billets déchirés légèrement. Oui. Est-ce que vous pensez que les citoyens lui-même congolais, Oui. ils prennent bien soin des billets des francs congolais? C'est là où on a parlé de la responsabilité de la Banque centrale du Congo, parce que c'est elle qui a cette mission-là de faire valoir ou respecter la monnaie nationale. Comment doit-elle procéder alors? Il doit y avoir, je l'ai évoqué ici, elle doit avoir une bonne politique de communication. Tout à l'heure, j'ai évoqué la situation des jeunes gens qui déambulent dans les artères des quartiers périphériques pour récolter les billets à usage en problème, qui ont des petites fissures, comme vous venez de le dire, ou bien un peu déchirées. Donc, ils doivent être encadrés et ayant une mission et être mandatés par la Banque centrale du Congo. Et cette fois-là, dans tous les quartiers, même si quelqu'un a son billet de 5 000 francs, il les fait échanger facilement 5 000 francs contre un autre bon billet de 5 000 francs congolais. C'est ça la meilleure façon de résoudre cette question que la Banque centrale pourra faire. Parce qu'aujourd'hui, même si nous parlons dans quel sens, on ne voit pas conscientiser quelqu'un qui est peut-être un tenancier d'une boutique d'alimentation, lui aussi en prenant ses billets, au moment d'aller s'approvisionner en articles, il va rencontrer les mêmes problèmes. Donc, à son retour, il sera obligé de se comporter de manière qu'il ne puisse pas subir aussi ce qu'il a eu à rencontrer lors des achats des articles. Vous voyez, maintenant, il va falloir que la Banque centrale elle-même prenne ses responsabilités à pouvoir mettre en place un mécanisme de récupération des billets qui ont des fissures ou bien qui sont déchirés légèrement. Question de permettre aux citoyens d'être engagés dans cette activité. Ça serait pas une façon d'encourager dans le mauvais sens les citoyens congolais, parce que parmi nous, la population, il y a une catégorie qui préfère nouer l'argent au bout des pagnes. Il y en a qui mettent dans des chaussettes, dans des chaussures. Vous ne pensez pas que ça serait une politique quelque part d'encourager quelque chose qui n'est pas bien? Tout à l'heure, je l'ai dit, il y avait une campagne menée par la Banque centrale du Congo pour cet éveil de conscience par rapport à la monnaie nationale, comment respecter notre monnaie, comment la conserver vis-à-vis de ce que nous faisons avec la devise étrangère, notamment les dollars américains. Si quelqu'un a 10 dollars ici dans sa poche et de l'autre côté, il a un billet de 20 000 francs, il prendra soin beaucoup plus de 10 dollars pour que ça ne puisse pas avoir des fissures. Mais avec le 20 000 francs, je pense que les gens deviennent, ou le franc congolais, la personne deviendra un peu négligente par rapport à sa monnaie, la monnaie de son propre pays. En quelque sorte, ça doit être aussi une interpellation. Parce que quand vous amenez un billet de 10 dollars américains qui a des fissures, il est difficile de l'échanger auprès des cambistes. Mais pourquoi pas aussi le faire pour la monnaie nationale? Mais on n'encourage pas. Mais ça doit être aussi une matière d'interpellation à tous les compatriotes. Nous devons aussi respecter notre monnaie autant que nous le faisons pour les dollars américains ou la monnaie ou la devise étrangère. Je pense que ça sera une bonne chose aussi, au lieu de s'acharner sur les compatriotes, parce que je peux être un tenancier d'une boutique d'alimentation, je prends tous les billets, mais au moment d'aller me procurer les articles,
tous ces billets-là sont refusés. Et alors, je vais m'y prendre comment? C'est-à-dire, nous devons aussi respecter notre monnaie, conserver la monnaie jalousement. Il y avait des chansons, des artistes, même des comédiens qui passaient en boucle dans plusieurs médias, en train de sensibiliser les compatriotes par rapport à la façon de conserver la monnaie nationale. Je pense que c'est aussi, on a parlé tout à l'heure par Joseph, des patriotisme économique, quelque chose comme ça. On doit aussi avoir ça par rapport à notre monnaie nationale. Mais parce que, puisque vous dites que la banque ne communique pas très bien. Oui, la banque ne parvient pas à les faire. Vous savez, il y a un problème. Regardez même au niveau du gouvernement. Il y a toute une façon de communiquer. Soit il y a les briefings du gouvernement qui est organisé. À un moment donné, il y a les conseils des ministres qui se tient. Et par après, le compte rendu est donné. Je pense que la Banque centrale devrait aussi jouer ce rôle-là. Toujours pour permettre à la population ou aux compatriotes d'avoir une vraie et correcte information par rapport à la monnaie. Donc, cela mettra fin à toute spéculation. Sinon, nous serons toujours dans des spéculations en spéculation et la solution ne viendra pas. Donc, la Banque centrale ne doit pas seulement être dans les bureaux, mais aussi sur terrain. Beaucoup plus. Sur terrain afin de mieux communiquer. Après avoir communiqué, mais avoir aussi des équipes sur terrain de contrôle. Comme nous voyons dans les inspecteurs de l'économie, les inspecteurs des ministères des Finances et consorts, ça doit aussi être le cas pour la Banque centrale du Congo. Même dans des galeries des Indo-Pakistanais, on peut avoir des inspecteurs de la Banque centrale du Congo. Parce que même la structure des prix, au niveau des différentes galeries et magasins des Indo-Pakistanais, ça doit être affiché en monnaie locale. Mais les combler que c'est en dollars et on laisse passer comme ça. C'est notre débat, c'est notre débat, Johnny. Mais je voulais aussi que ça soit pris en compte parce que tout entre en jeu. Si nous mettons ça de côté, je pense que c'est parmi les problèmes qui font à ce que nous subissons des mêmes sorts. Regardez la problématique liée même à des petites coupures de la monnaie nationale. Si vous entrez dans plusieurs magasins consorts, vous regardez un article. 230 francs congolais. 3650 francs. Mais vous allez donner 4000 francs et les 350 ne vous seront jamais. Soit on vous donne des sucettes, soit on vous donne des stylos. Ce sont des problèmes. Alors, moi je trouve que le problème ici de la petite coupure, parce que je n'ai pas encore parlé au moins de la petite coupure, la rareté des petites coupures de la monnaie nationale, je pense que ça date de longtemps. C'est depuis 2010 que cette affaire avait surgi. Parce qu'il vous souviendra qu'en 2010, le billet à valeur faciale élevée, c'était les 500 francs congolais. Et à la veille de la préparation de la fête du 50e anniversaire de la République démocratique du Congo, qu'on appelle cinquantenaire, il y a eu beaucoup de dépenses qui ont été engagées. On avait fait appel même au roi, je crois, roi Baudin de la Belgique qui devrait venir et consort. Et de l'autre côté, il y avait aussi les agents et fonctionnaires de l'État qui devraient être payés. Mais il y avait un problème par rapport à l'enveloppe salariale. C'est comme ça que le Premier ministre de l'époque avait recouru à ce qu'on appelle en économie, Joseph connaît bien que moi, la planche à billets, pour imprimer les nouveaux billets de 500 francs de couleur verte. Voilà pourquoi la question que nous posons encore aujourd'hui, il y a eu beaucoup de monétaristes à l'époque avaient tiré une sonnette d'alarme à l'endroit de la BCC pour dire qu'avec ce qui vient de se faire, il y a risque de connaître la disparition même des petites groupes. Parce qu'à l'époque, il y avait en circulation 50 francs, 100 francs, 200 francs. Maintenant, on a imprimé d'autres billets à valeur faciale élevée, les 500 francs de cinquantenaire de couleur verte. Mais il y a la conséquence, c'est-à-dire qu'il y a risque de perdre les billets, de voir la disparition en circulation des petites coupures. Donc, cette affaire, beaucoup avaient négligé, beaucoup avaient considéré comme étant tout simplement de la récupération politique et ainsi de suite. Mais par après, ça rattrapait l'économie et on était obligé. Le 28 avril 2012... Nous sommes dans l'histoire. Oui, 2012, lors de la sortie du gouvernement Matata II,
on avait encore annoncé la sortie des autres billets à valeur faciale élevée, 1000 francs, 5000 francs, 10 000 francs et 20 000 francs congolais, pour permettre aux opérateurs économiques à bien faire les transactions, ainsi de suite. Et également, quand on avait formulé des recommandations... Et aujourd'hui, pourquoi ces petites coupures-là ne sont plus visibles? Oui, voilà, je vais arriver. La question a été posée même à un des délégués de la Banque centrale dans l'une des émissions qui s'est passée dans un média à Kinshasa. Il avait laissé entendre que la même valeur ou le coût d'imprimerie ou d'impression d'un billet de 500 francs ou de 50 francs est égal à la même valeur d'impression ou d'imprimer les billets de 10 000 francs ou de 1000 francs. Donc, pour combler, on ne peut pas aller imprimer un billet de 50 francs alors qu'on sait que c'est un billet de 50 francs qui aura des difficultés pour résoudre certains besoins. Alors, Johnny, pourquoi aujourd'hui les petites coupures ne sont plus en circulation? C'est ainsi ne sont presque plus en circulation dans beaucoup de coins. C'est ainsi que nous tirons une sonnette d'alarme à l'endroit de la Banque centrale du Congo en tant qu'autorité de régulation monétaire, de pouvoir penser à cette situation. Parce que l'objectif ici est de valoriser la monnaie locale qui est le franc congolais. Donc, il va falloir, quelles que soient les raisons ou les besoins exprimés par les opérateurs économiques, on ne doit pas oublier aussi cette classe des citoyens congolais qui vivent autour du jour ou bien qui ne parviennent pas à faire beaucoup de transactions, mais ils sont nombreux par rapport aux opérateurs économiques. On doit aussi penser à cette catégorie des Congolais. Tant soit peu, c'est pourquoi j'ai donné une ligne de proposition ici. On peut valoriser l'échange monnaie avec les francs congolais ou la monnaie locale, avec l'implication bien sûr de ceux qui sont dans les marchés informels ou marchés parallèles, les cambistes. Et avec le concours de la Banque centrale elle-même, ça peut bien résoudre le problème. Ou sinon, si nous allons parler et aussi donner des pistes de solutions, ou attendre l'hypothèse de dire que la production locale, ça va encore prendre... Merci beaucoup, Johnny. Merci beaucoup, Johnny. Johnny parle des opérateurs économiques. Alors, oui. Joseph, est-ce que vous pensez que les opérateurs économiques contribuent aussi à cette situation? C'est-à-dire la rareté ou la pénurie des petites coupures. C'est vrai que nous pouvons parler à deux niveaux, en tout cas pour rencontrer votre question. Il y a exactement derrière ça de la spéculation, parce qu'il y a des gens, des acteurs économiques qui peuvent saisir cette faiblesse-là pour des raisons de spéculation et puis c'est réaliser un peu plus de bénéfices. Mais ici, j'aimerais m'atteler plus sur l'aspect de la structuration, puisque M. Johnny en a parlé, tout en rappelant aussi un fait. Alors, la structuration, il faudrait exactement que la Banque centrale puisse y réfléchir. Elle peut associer des économistes, elle peut associer plusieurs personnes ou plusieurs structures pour réfléchir quant à ce. M. Johnny en a parlé un peu plus longuement. Mais j'aimerais rappeler ici un fait, Madame Francine, si vous le permettez. L'économie a tout son sens d'exister par le fait qu'elle rencontre un besoin. Ma question est celle-ci. Existe-t-il sur le marché de besoins de 50 francs? Oui. Existe-t-il de besoin de 20 francs? Oui, puisque sur le marché, nous avons des produits qui ont cette valeur-là. Et que la monnaie, tout son sens d'être, en tout cas dans les trois motifs pour lesquels on la demande, c'est aussi pour faciliter la transaction. S'il y a des besoins qui sont estimés, il y a plutôt de biens et des services qui ont pour valeur 20 francs. Donc il faudrait qu'il exista sur le marché la monnaie à valeur faciale 20. Et ça, la question, elle est posée à qui de droit? La Banque centrale. C'est à elle d'amener cette solution-là. Maintenant, deuxièmement, puisqu'il y a M. Johnny a pris quand même plus de temps, Mme Francine, permettez-moi de la... Non, c'est juste une question par rapport à ce que vous dites. Je voulais vous demander, c'est quel secteur qui est le plus touché par rapport à la pénurie? Si seulement il y a pénurie des petites coupures. Alors, ici chez nous, bon... Je commence par rigoler parce que c'est tout à fait simple, c'est du noir et blanc en fait. Quel est le secteur qui est plus touché? C'est le secteur primaire. C'est le secteur primaire. Et c'est lesquels? Et dans le secteur primaire, qu'est-ce qu'on trouve? La population. Dans le secteur primaire, c'est le champ. Parce que les gens qui vendent de légumes, ils n'ont pas de prix, ils ne vendent pas à 20 000 francs. Hein.
Voilà pourquoi deux bottes, par exemple, oui. Deux bottes des amarantes se vendent maintenant à 1500 francs. Et or, ça désapprécie, en fait. C'est de la dépréciation de notre monnaie. En réalité, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que notre monnaie perd de sa valeur puisque dans la parité monétaire, c'est que notre monnaie, 500 francs, était capable de nous payer 3 bottes. Aujourd'hui, puisqu'on n'a plus le billet des 100 francs, 500 francs nous paye une botte et on est obligé d'avoir 1500 pour avoir 3 bottes. Voyez-vous, c'est de la dépréciation monétaire. C'est que notre monnaie n'a plus sa vraie valeur d'existence. Ça insinue ça. Et ça, c'est subtil, mais c'est réel puisque, en fait, ça ne se passe sous les yeux des techniciens, des technocrates de la Banque centrale. C'est ce qui est, en fait, un peu moins bien. Alors, madame, permettez-moi, parce que je dois quand même dire quelque chose. Évidemment, aujourd'hui, avec la décision que vous avez rappelée ici du 9 avril 2026, de 2026 qui doit être appliquée en 2027, il y a une solution qui a été proposée, c'est la démarche du numérique. Et nous avons la notion de la monétique, oui, de la digitalisation même dans nos transactions. Mais comme on l'avait dit dans notre mission, est-ce que cette réalité va rencontrer aussi ceux qui sont dans les fonds, n'est-ce pas, dans le fin fond de notre pays, dans les contrées où on ne trouve pas des infrastructures, il n'y a pas de l'énergie, bref, il y a beaucoup de choses qu'il faudrait faire. D'où, à mon sens, je dirais, si aujourd'hui, la Banque centrale, qui est l'autorité de régulation, permettait à ce que nous puissions finalement continuer à utiliser nos billets de 20 000 francs, de 10 000 francs, puisque vous avez parlé de ces deux billets, écoutez, il faudrait que celle-ci puisse nous faciliter aussi la tâche pour que nous soyons en mesure de répondre aussi aux besoins de 50 francs, aux besoins de 100 francs, puisque je m'aimerais faire remarquer ici à la banque quelque chose. La grande partie de notre population, c'est celle-là qui a ces besoins-là. Elle est plus majoritaire que la partie qui utilise le billet de 20 000 francs et de 10 000 francs. Et M. Johnny, il a bien rencontré, je suis très content sur ces plateaux, ma pensée sur le patriotisme économique et le civisme économique, qui voudrait ce que la maman qui a son billet de 20 000 francs puisse garder ça en bonne et due forme. La personne qui a son billet au niveau du grand marché Njanja, qui a beaucoup de billets de 1000 francs, puisse ne pas les salir, les tacher avec de l'huile. D'où l'importance dans la restructuration du terrain de la Banque centrale, avoir les inspecteurs. Et ici, ça entre, en tout cas dans la marche du président de la République, pour l'employabilité. 6 millions de personnes doivent avoir le travail. Si on peut avoir des inspecteurs, les jeunes économistes qui finissent, peuvent être amenés dans ce sens-là, je pense que c'est de l'emploi aussi. Alors ça, c'est l'une des meilleures solutions pour garantir la disponibilité des petites coupures. Évidemment, c'est l'une des meilleures solutions. Mais encore, celle qui serait plus meilleure, si nous entrons dans la monétique, je pense ça va permettre à ce qu'il y ait plus de la vitesse et puis que nous puissions utiliser même la valeur des 1 centime. Puisque avec la monétique, c'est possible. Avec la monétique, je ne serai pas obligé de trimballer de trop de billets dans ma poche. Puis ça aussi, c'est ce qui fâchait. Si j'ai besoin de promener 20 000 francs, imaginez-vous de 20 000 francs dans des billets de 10 francs, puisque ici, chez nous, on en a eu, des 10 francs, voyez-vous, ça serait quelle masse monétaire sur moi, et pour des raisons de sécurité. Donc, moi, je pense que la monétique, madame, serait une très bonne solution, à la seule condition que nous puissions tenir compte de notre réalité locale. Vous partagez aussi cet avis de Joseph? Oui, procéder par les systèmes monétiques, c'est bien, mais il va falloir aussi réfléchir pour les compatriotes qui se retrouvent dans les milieux ruraux. Est-ce que c'est là... Il y a un problème de connexion, par exemple. Oui, est-ce que c'est là ils sont en possession de téléphones, Android et consorts, même les téléphones portables tout simplement, et l'utilisation aussi va poser trop de soucis. Je pense que ça peut être limité pour les grands centres de consommation, mais dans les milieux périurbains et milieux ruraux, on peut procéder toujours par des méthodes traditionnelles, c'est-à-dire notre méthode des pièces en pièces ou pièces contre pièces pour ne pas encore créer des afflictions à l'endroit des paisibles citoyens qui sont dans les milieux paysans. Alors, comment rétablir la confiance dans les transactions quotidiennes? Bon, rétablir la confiance, ça va toujours de l'apanage de la Banque centrale.
Cette confiance... Qui doit mieux communiquer. Qui doit mieux communiquer et aussi rassurer les compatriotes, surtout ceux-là qui se retrouvent en possession des billets fissurés. Vous voyez? Et ils ont la confiance que même si mon billet est fissuré, il sera récupéré vite fait par la Banque centrale du Congo et j'aurai toujours la même valeur de la monnaie versée ou bien déposée pour l'échange. Je crois que ça sera la meilleure des solutions pour restaurer la confiance et même lutter pour l'appréciation de la monnaie nationale. Je pense qu'il va falloir mettre sur pied toute une commission technique au niveau de la Banque centrale du Congo en intégrant les opérateurs du secteur informel, les cambistes bien évidemment, pour trouver le moyen d'alléger cette problématique. Sinon, au cas contraire, je reviens toujours par rapport à l'option levée ici par Joseph, si nous restons seulement avec une seule hypothèse de dire qu'on doit procéder par la production locale, avoir l'augmentation de la production locale, c'est bien beau, mais celles-là qui sont aussi les tenanciers même de l'économie, les secteurs informels, il faudrait aussi les déposséder de ce pouvoir-là de façon stratégique. Parce que tout est aussi politique, madame, bien que... je n'ai pas d'accord. Oui. Il faut toujours procéder par des méthodes politiques pour les déposséder un peu, même avec un pourcentage quelconque, afin de permettre que la monnaie nationale puisse aussi avoir cette appréciation. Joseph, c'est possible de rétablir la confiance dans les transactions quotidiennes? Exactement, c'est très possible. Monsieur Johnny a à 50% raison. Je vais m'appuyer sur sa réflexion. C'est qu'à demi-mot, à court terme, nous pouvons utiliser la démarche politique pour contraindre, pour forcer la main et pour récupérer de manière stratégique, comme on l'avait dit, là, ceux qui sont dans l'informel pour vers. Mais attention, l'économie ne se réfléchit pas à court terme seulement. Ça se réfléchit à court terme, à moyen terme et à long terme. Vous savez, M. Johnny, il ne faudrait pas que nous puissions voir le Congo comme un petit village retiré du monde. Nous sommes dans la globalisation. Donc nous devons réfléchir la RDC dans le monde et la RDC dans 100 ans. D'où ma nécessité, c'est que à l'échelle de court terme, nous pouvons appliquer la démarche de M. Johnny, mais à moyen et à long terme, il faut restaurer l'économie. Il faut revaloriser l'économie par la production locale. Et d'ailleurs, si cette production locale est bien prise en charge, ce sera même plus simple de sortir les gens de l'informel vers le marché formel. Sur nos plateformes, nous communiquons suffisamment là-dessus. Nous proposons des solutions à notre État. Comment on peut procéder pour prendre des gens de l'informel vers le formel, tout en minimisant le seuil, puisqu'on n'arrivera pas à un niveau où on aura 100% que le formel. Il y aura toujours une marge qui va échapper au contrôle, mais qui sera quand même faiblissime. Et c'est possible de le faire. Les autres l'ont fait. Nous pouvons le faire en appliquant la même méthode, la même rigueur, le même sérieux. En revenant, madame, à la notion du patriotisme économique, du civisme économique, nous pouvons faire face à cette situation et la régler en un laps de temps. Donc là, ce sont les mesures concrètes que vous recommandez pour faciliter les échanges commerciaux et améliorer le quotidien des Congolais. Exactement, et je crois que c'est ça même l'intérêt de l'existentialité de toutes ces institutions. Elles visent à ce que la vie de Congolais puisse être une vie décente, une vie viable, une vie qui fera en sorte que le jeune ne puisse pas laisser ces très beaux pays riches pour aller vers l'extérieur. Johnny, vous avez aussi quelques recommandations? Oui, en termes de recommandations, je crois que j'ai formulé tout au début de l'émission. Néanmoins, j'avais aussi une qui vient de me traverser la pensée. C'est pour rejoindre notamment Joseph par rapport à la production locale. Cette fameuse production locale ne pourrait être favorable ou bien efficace si et seulement si le gouvernement doit se prendre en charge. C'est-à-dire quoi? Parce que beaucoup plus quand on fait allusion à la production locale, nous parlons du secteur agro-pastoral. Alors, le gouvernement congolais est aux abonnés absents dans le secteur agro-pastoral. Il n'y a aucun champ ou une ferme du gouvernement congolais, partout en République démocratique du Congo, qui produit les maïs, qui produit les aliments de base. Vous voyez,
On a connu une situation ici de Bukangalonzo, on ne peut pas y revenir, mais néanmoins, le gouvernement doit jouer pleinement ce rôle-là parce qu'il s'agit ici de l'économie. Parce qu'on a parlé ici, et on a montré comment l'économie ne se mesure pas sur des calculs politiciens. Donc, il va falloir, pour bien résoudre la question, que le gouvernement s'investisse corps et âme dans le secteur agro-pastoral, sans complaisance. Parce que ce que nous assistons aujourd'hui, de voir le gouvernement se transformer en distributeur des engrais chimiques, non. Le gouvernement a des hôpitaux dans le secteur de santé. Le gouvernement a des universités dans le secteur de l'enseignement supérieur. Le gouvernement a des écoles dans le secteur éducationnel. Mais pourquoi pas lorsqu'il s'agit du secteur agro-pastoral, qui constitue même la vie de la population, on donne la faveur aux particuliers. Et la plupart, ce sont les dignitaires dans les ministères et gouvernements qui se réclament secteur privé pour prendre et puis revendre à cher, et même aux sociétés brassicoles. Donc je pense le moment est venu pour que le gouvernement mette en place une société agricole qui doit résoudre aux besoins de la population partout. Une société nationale de production agricole. Alors, Johnny, avec ces recommandations, vous pensez que l'économie congolaise sera boostée en 10 secondes? On a donné ici... avec les recommandations que vous venez de donner là? Les recommandations en moyen et en long terme, ça va donner des solutions. Plus la stratégie que j'ai énumérée ici, le D cumulé ensemble, ça va donner une solution durable. Joseph, vous avez donné aussi quelques recommandations. Vous pensez vraiment qu'avec ces recommandations, l'économie congolaise sera boostée? Je reste à 90% convaincu que si nous fournissons des efforts et que nous regardons de la même manière les choses, il est possible que nous puissions commencer, pas forcément peut-être finir, mais commencer à avoir un changement palpable, pragmatique, puisque la population se pose toujours la question. C'est bien beau, nous disons un bon français, il y a les réalités macroéconomiques. Je disais en 10 secondes, Joseph. Oui, mais finalement, est-ce que dans le panier du ménager, on sent les retombées de toutes ces mesures, de toutes ces décisions? Il est évident, je pense que l'intelligence, c'est cette capacité de résoudre simplement le grand problème. Nous pouvons les résoudre puisque nous en avons la compétence. Merci Joseph d'avoir répondu à l'invitation. Madame, c'est moi qui vous remercie et qui remercie tout le merveilleux téléspectateur qui ne cesse d'honorer Malaika en suivant cette très belle émission. Merci beaucoup Johnny Ngala d'avoir répondu. Merci beaucoup ma consoeur Francine pour l'invitation. Merci également à Joseph Pendoa pour son expertise tout au long de ces magazines. J'ai eu à apprendre beaucoup. Moi aussi. Je suis très fier de cet échange. Merci beaucoup et à tous les téléspectateurs de Malaika Télévision. Merci madame, merci messieurs de nous avoir suivis. Ne nous quittez pas, restez avec nous. Les programmes continuent sur Malaika Télévision et à la prochaine.